Bonsoir à tous, à toutes qui nous ont rejoints. Donc, on va appeler ça un webinaire, webconférence. Ce soir sur le thème de la liberté, de l'éthique et de l'amour. Donc, on va vous faire, Eric et moi, une petite présentation de 15-20 minutes de ce thème-là, avec les différents aspects. Et puis, vous aurez un espace ensuite pour poser les questions qui vous viennent ou poser les questions que vous avez sur ce sujet. Très bien. Alors, il y a encore une personne, j'ai du mal à accueillir en même temps. Voilà, j'accepte en même temps. Donc, peut-être pour démarrer, avant de plonger au cœur du tantra, puisque le sujet, ça peut être l'amour, on avait envie, on commence par ça te va, Corinne? Par un petit texte que vous connaissez, hein? C'est toi qui commence, si ça te va. Alors, un petit texte d'Alfred de Musset. Ah ouais, toi, tu cites avant, toi. Oui. Alors, qui correspond un peu peut-être à une croyance ou à une projection homme-femme, voilà. Alors, les femmes qui peuvent dire tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Moi, je continue. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Très joli. Mais Mais, vas-y. possiblement le tantra, et c'est la suite de la citation, mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Voilà, on va pas faire croire que Fred de Musset l'a dit en pensant au tantra, mais il y avait une histoire plutôt d'aller au couvent, mais voilà, on est un petit peu ailleurs. C'est pour évoquer, la première chose, c'est de dire qu'il y a plein de portes d'entrée pour le tantra. La porte d'entrée la plus connue, c'est vraiment, et c'est à la mode en ce moment, et pour de bonnes et de mauvaises raisons, c'est la porte d'entrée de la sexualité ou de l'énergie sexuelle. Ce ne sera pas la porte d'entrée qu'on va utiliser aujourd'hui. Une deuxième porte d'entrée qui est connue aussi, qui est la porte d'entrée de la spiritualité, ce n'est pas tout à fait la porte d'entrée aujourd'hui. S'il y avait des distinctions, aujourd'hui, la porte d'entrée dans notre webinaire, c'est la porte d'entrée de l'amour. Bien sûr, le tantra aussi s'intéresse à ça. On a l'impression des fois que c'est une voie spirituelle qui inclut la sexualité ou une façon de transformer sa sexualité en quelque chose de spirituel. Mais bien sûr, tout cela n'a de sens que si on inclut ce troisième niveau, et puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, et on va dans ce webinaire se concentrer sur cette porte, la porte du cœur, la porte de l'amour. Et qui pourrait être la jonction, l'endroit où se rejoignent l'énergie sexuelle qui monte, la Kundalini, et l'énergie spirituelle qui descend, qui correspond à ces deux voies tantriques qui sont le tantra rouge et le tantra blanc, et qui se rejoignent physiologiquement au niveau du cœur, au niveau de l'espace du cœur. Donc, c'est cette option-là qu'on va prendre. Pour ça, peut-être qu'il y a aussi une définition du mot amour avant d'aller un petit peu plus loin. Et là, on va se référer à un livre que vous connaissez peut-être, qui est le livre de Jean-Yves Leloup et Catherine Braillard, quelque chose comme ça, Qui aime quand je t'aime, où il a la merveilleuse idée d'aller chercher des mots grecs pour dire amour. Et il se trouve qu'il en a 7, je crois, dans le livre, ou 9. 10, voilà. Et en français, moi je prends souvent cet exemple, en français, c'est le même mot pour dire j'aime le chocolat, je t'aime mon amour à la folie, et j'aime aller faire du ski. Et tout ça, c'est le même mot, et j'aime mes enfants. Donc c'est compliqué, c'est le même mot. Donc, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc, quelle chance quand on a une dizaine de mots différents, comme en Grèce, pour évoquer la complexité, la richesse des façons d'aimer, donc des façons d'être dans le cœur. Et c'est la conscience de ces différentes
ces différents niveaux d'amour, ces différents barreaux de l'échelle de l'amour, permet de mettre de la conscience justement dans ce qui constitue la qualité d'amour qu'on peut ressentir vis-à-vis voilà, des êtres qu'on peut rencontrer ou avec lesquels on peut relationner. Et donc, cette vision, cette échelle permet vraiment de cheminer vers plus de conscience dans nos relations. Il y a un mot, pardon, tu avais fini? Je ne sais pas. Ouais, tu as dit un mot qui est important, qu'on va réutiliser souvent, hein, c'est conscience. Donc, en même temps qu'on va cheminer vers l'amour, vers cette ouverture du cœur, on est déjà dans les chakras. Hein, ce qui a été évoqué tout à l'heure, si on dit je suis dans le tantra, dans une voie qui est plus dans la sexualité, ce sera les premiers chakras, premier et deuxième chakra. Si je suis dans le cœur, quatrième, cinquième chakra, plus quatrième chakra. Et puis une voie spirituelle de plus en plus haut. Mais le point commun, quel que soit l'endroit où on travaille, c'est que ça circule entre tout ça, que de l'énergie circule, que la Shakti circule, et qu'on mette de la conscience dans tout ça. Donc voilà les premières choses. Est-ce qu'on évoque peut-être quelques exemples de mots ce que tu avais prévu? Oui, peut-être on va un petit peu nommer les différents barreaux de cette échelle. Donc, c'est de voir aussi qu'il n'y a pas de jugement de valeur entre les différents niveaux de l'amour. Il y a juste des niveaux vibratoires, des fréquences vibratoires différentes. Donc, en bas de l'échelle, il y a ce qu'on nomme l'amour porneia, qui est l'amour dévorant, l'amour qui consomme l'autre, d'où est issu le terme de pornographique. Et c'est vraiment l'amour qu'a l'enfant pour sa mère qui vient dévorer. C'est la phase vraiment dans le développement de l'enfant, la phase orale, où l'enfant consomme de la mère. Donc, c'est de la consommation de l'autre au travers de la relation et de la sexualité. Donc, cette forme d'amour, appelons-le quand même amour, c'est l'autre est objet. L'autre, il est objet de mon désir, que ce soit l'enfant qui a besoin du sein de sa mère, que ce soit un objet sexuel. Il n'y a pas encore de rencontre, il y a juste un terrible besoin. Il n'y a pas encore de sujet en face. On ne va pas les faire tous, hein, parce qu'il y en a 10, mais c'est pour donner un petit peu une graduation. Ensuite, il y a une deuxième forme d'amour qui est l'amour potos, ce qui pourrait correspondre à du porneia, mais d'un point de vue affectif. C'est-à-dire, c'est d'utiliser la relation, d'utiliser l'autre pour combler des besoins. C'est l'amour besoin, et l'autre, de nouveau, est un objet qui permet à des besoins affectifs d'être nourris. Ils ont comme point commun ces deux-là d'être dans des besoins. Donc, il n'y a pas de jugement sur des besoins. Hein. Tu l'as dit, Corinne, tout à l'heure, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de jugement, c'est juste mettre de la conscience pour savoir où on en est. Alors, on ne va pas les faire tous. Moi, je voulais passer Sattva, si on passe à Eros. Ouais. Et Eros, qui est bien connu, hein, c'est le plus connu, Eros. Et on peut croire dans ce cas-là que le tantra, c'est de l'éros, c'est de l'érotique, c'est ça. Ah, est-ce qu'on va développer l'érotique? Oui, le tantra nous dit quel beau lieu où il y a cette énergie de désir, surtout que le tantra ne rejette pas le désir. Hein, contrairement à d'autres endroits, d'autres traditions, d'autres spiritualités, le désir, c'est même un dieu, c'est Kama. Donc, il est complètement accueilli, à condition de ne pas en être esclave. Mais il est plus qu'accueilli, il est vénéré aussi comme force de vie. Donc, dans ce cas-là, Eros, c'est aussi le bienvenu. Ensuite, on peut évoquer, donc ça, c'est des formes d'amour où l'autre est objectivé, où l'autre sert, où on est vraiment dans cette vision, au sens étymologique du terme, séduction, c'est-à-dire attirer vers soi, attirer l'autre vers soi pour combler des besoins. Eros, c'est déjà peut-être un basculement. Il y a la prise en compte de l'autre. C'est le point de basculement avec ce que tu viens de dire, peut-être. Oui. Et ensuite, donc, dans les niveaux plus élevés de l'amour, il y a l'amour qui s'offre, l'amour qui rayonne, l'amour qui part de soi et qui juste se partage. Donc, par exemple, il y a l'amour philia, qui peut être défini comme un amour amitié, qui dit, ben voilà, juste je t'aime
parce que c'est bon d'être avec toi. Je ne t'aime pas pour quelque chose, mais je t'aime parce que juste c'est bon d'aimer au travers de toi. Et donc, il est connu dans cinéphile, philosophe, c'est cette forme d'amour-là, lequel on garde. Peut-être j'avais envie de mettre charisme, moi, qui a donné les œuvres caritatives, qui est une forme d'amour un petit peu plus vaste, hein, qui commence à s'adresser à une partie de l'humanité. Donc, au fur et à mesure, on a un amour qui part d'un besoin à quelque chose de plus en plus vaste. Et le dernier barreau de l'échelle étant l'amour agapé, donc il a assez, ce terme est assez connu, qui serait juste un rayonnement d'amour, qui serait juste être amour, laisser l'amour couler en soi et juste le rayonner pour rien, pour aucune raison, ni en lien avec l'autre, ni en lien avec un besoin, mais juste d'être réceptacle de cet amour et être cet amour. Donc là, on est dans une forme d'amour la plus vaste. Donc chez les Grecs, c'est effectivement agapé. Dans l'Inde et dans le Tantra, on sera plus proche de quelque chose qui est ananda, qui est à la fois l'amour et une forme d'extase, d'absolu, quoi. Donc c'est bien un chemin. Il n'y a pas de jugement, puisqu'il faut bien un premier chakra pour monter sur les suivants. Il faut bien un premier étage d'une maison pour monter dans les étages suivants. Donc tous les étages sont importants, mais ils peuvent venir progressivement au fur et à mesure d'une vie. Et si on met de la conscience, on sait où on en est avec soi-même, avec l'autre. Alors on peut commencer à relationner dans cette voie spirituelle avec toute cette conscience-là. Et justement, le tantra a ceci de précieux, que donc ça c'est un exposé un peu voilà, mental, intellectuel de ces différentes formes. Le tantra offre vraiment par l'expérience, puisque c'est une voie expérientielle, offre la possibilité de vivre, d'explorer, de vraiment sentir en soi ces différentes formes. Et puis dans ce qu'on vous propose, dans les stages, il y a vraiment des explorations qui vous permettent de sentir ces différentes formes et de vous élever aussi au fur et à mesure du travail, dans les fréquences vibratoires qui vous permettent d'ouvrir et de vous relier de plus en plus à ces niveaux élevés d'amour. Merci de le rappeler. Moi, je l'ai complètement oublié. C'est vrai, c'est une philosophie, mais c'est une voie surtout. Donc, c'est une voie qui se pratique, qui se vit, qui se ressent et que l'on vibre, que l'on sent à tous les niveaux. Donc, merci de repréciser, bien sûr. On continue sur liberté? Vous voulez dire autre chose? Oui, c'est OK. Je ne sais pas comment faire en même temps pour accueillir les personnes. Je vais essayer. Voilà. Peut-être, puisqu'il y avait trois titres, il y avait amour. Ben, le mot qui n'est pas loin dans notre titre et de stage et de ce webinaire, c'est la question de la liberté, qui pose beaucoup de questions en Occident. Est-ce que l'amour est de liberté? Est-ce que je m'enferme? Est-ce que bon, voilà, on va en parler, mais peut-être avant ça, moi je voulais juste évoquer celui qui en parle très bien à nouveau. Alors on dit de qui on cite avant de lire alors? Non, moi vous allez deviner, on va faire le jeu. Rappelez-vous le collège. Tu dis que tu aimes la pluie et tu fermes la fenêtre. Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les poissons et tu les pêches et tu les manges. Alors, quand tu dis que tu m'aimes, j'ai un peu peur. Voilà, on est sur la question. C'est un poème de Jacques Prévert. Peut-être pour juste introduire ce rapport qui est pas toujours évident de la liberté, de l'amour et du tantra. Alors, peut-être qu'une vision, une définition de la liberté, ce serait notre capacité à s'affranchir de tout ce qui nous conditionne déjà, que sont les peurs, les attentes, nos histoires qui conditionnent notre façon d'aimer et qui du coup limitent dans l'expression de la liberté. Voilà, j'aime bien parce que tu as déjà été
dans une belle définition de ce que peut être la liberté en tantra, qui n'est pas du coup une certaine liberté qui est projetée parfois sur le tantra, qui est de dire non mais moi je fais du tantra, je peux avancer, je suis libre dans ma sexualité. Bien souvent, on va dire à nouveau que c'est une porte d'entrée, il n'y a pas de jugement, il ne peut pas y avoir de jugement là-dessus, mais on peut dire que c'est une porte d'entrée parce que un certain nombre de fois, des personnes qui revendiquent une liberté sexuelle comme ça, dans la société ou dans le tantra, en vérité, ils sont esclaves de leurs pulsions. Voilà, ils sont pas dans une morale, on y reviendra, mais ils sont esclaves de leurs pulsions. Et c'est une liberté que nous, on va appeler licence, qui n'est pas une véritable liberté, qui a le goût de la liberté. C'est la liberté qui nous est vendue dans cette société. C'est la liberté, pour les plus anciens parmi vous, moi j'appelle ça la liberté Hollywood chewing-gum. Il y a des publicités comme ça. On est jeune, on fait du vélo et on est libre. Bon, notre société aime beaucoup mettre ça en avant, cette forme de liberté. Nous, on va dire qu'elle est licencieuse, elle est utile à l'adolescence, de façon rebelle, elle est utile à plein d'endroits, à condition de ne pas devenir esclave de ce que tu as dit, un certain nombre de choses qui nous agissent, consciemment ou inconsciemment. Donc, à nouveau, on va mettre de la conscience pour ne pas rentrer dans ce genre de forme de liberté. Et cette forme de liberté qu'on nomme, nous, licence, la licence, ce serait une liberté réactive, en réaction à justement des conditionnements, en réaction à des peurs, en réaction à des blocages. C'est comme quelque chose qui se revendique, qui essaye de se défaire des chaînes, mais d'une façon émotionnelle. La voie qui est proposée dans le tantra, c'est de travailler, aller explorer en vrai à l'intérieur comment ça fait d'être au contact de tous ces conditionnements, ces peurs, et de libérer de l'intérieur, non pas se libérer voilà, en agissant d'une façon délibérée à l'extérieur, mais de se libérer par l'intérieur, et comme tu l'as dit, Eric, par la conscience de. Tu veux dire autre chose? On va au troisième mot, ça te va, Corinne? Ouais, juste, je voulais rajouter aussi au niveau corporel, c'est intéressant de relier la liberté à l'étage du deuxième chakra. Le deuxième chakra qui nous permet, donc chaque chakra nous permet de vivre des qualités dans notre vie, dans notre incarnation. Et la liberté passerait par le deuxième chakra, qui nous offre la possibilité de se sentir, d'être libre dans notre corps, dans l'expression corporelle, dans nos mouvements, y compris dans la sexualité aussi. Et c'est par ce chakra-là que la perception de la liberté passerait. Très bien. Il y avait un troisième mot dans ce titre qui était éthique. On aime bien amener ce mot-là pour ethos, hein, si on reste encore chez les Grecs, même si qu'on traduit des fois par habiter, comment habiter sa maison. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que c'est de pas l'opposer, mais le mettre à côté de la question qui revient souvent en tantra, de la morale, ou qui revient souvent de la société, ou qui revient souvent dans certaines religions ou spiritualités. Donc, on aime bien rappeler que le tantra est amoral, donc sous-entendu qu'il n'est ni moral ni immoral. Hein. L'immoral, c'est un peu le rebelle. Moral, peut-être c'est un peu le soumis. Le amoral, c'est une troisième position. Et cette amoralité permet de se sentir bien dans sa maison, donc de développer une éthique personnelle. Et l'éthique serait effectivement à ramener à cette notion de cadre, et au travers des principes, des valeurs que nous avons et qui nous sont importantes d'exprimer dans nos relations affectives. J'aime bien cette notion. Alors, voilà, pour ceux qui ont fait des stages ou des soirées avec nous, on met vraiment un accent important sur cette notion de cadre, qui n'est pas quelque chose qui limite, qui empêche, mais au contraire quelque chose qui permet.
Et l'éthique, par extension, l'éthique personnelle serait comme notre cadre intérieur en lien avec nos principes, nos valeurs, qui nous permettent de vivre nos relations en s'habitant, en étant en cohérence, en étant en justesse vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un élément important. Merci d'avoir insisté sur le cadre. Sur notre site, vous trouvez le cadre complet de nos stages. C'est des fois étonnant pour certains. On peut avoir la vision, mais on retomberait à nouveau dans la licence, que c'est un lieu où on fait tout et n'importe quoi. Non, non, c'est très précis. Les rituels traditionnels tantriques sont extrêmement précis, sont extrêmement exigeants pour trouver une immense liberté dans un petit espace comme ça, et pour pas s'étaler dans du n'importe quoi. Donc, merci d'avoir rappelé ce cadre qui permet de continuer à nous élever et à suivre cette voie. Oui. Et l'éthique aussi est un facteur de clarté au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'être conscient, en contact avec les principes, les valeurs qui nous meuvent, permettent de mettre de la clarté dans la communication aussi avec l'autre et de poser, de poser clairement dans les relations ce qui nous importe de vivre. Et donc d'offrir aussi à la relation un cadre dans lequel on sait vers quoi on va, on sait vers quoi on navigue et chacun a de la clarté sur ce qui est OK, pas OK, juste pour l'autre. Merci. Tu veux dire autre chose sur l'éthique? Ça va comme ça? On verra s'il y a des questions, bien sûr, après. Voilà, j'aime bien me relier au chakra, moi c'est mon truc. Ouais, c'est très tantrique, ça va. Et le chakra, l'éthique serait en lien avec le chakra de la gorge, qui est en lien avec l'expression de nous-mêmes, l'expression de notre vérité, au travers de l'authenticité, qui pourrait se définir comme un endroit où il n'y a pas de différence entre ce qui est ressenti à l'intérieur, donc nos valeurs, ce qu'on vit, et ce qui est exprimé. Donc ce serait ça l'authenticité, qui est le garant d'une éthique vécue dans le lien avec l'autre. Puisque tu évoques comme ça me fait penser, on pourrait très bien relier en Inde au yama, niyama, qui sont des préceptes qui sont aussi, on aime bien dire, des prérequis avant la pratique, mais personne n'a ces prérequis, mais la pratique nous permet de les développer. On y trouvera des choses comme ahimsa, la non-violence, on y trouvera des choses comme steya, la non-appropriation de tout ce qui appartient aux autres. On y trouvera des choses, tu m'y as fait penser en parlant du chakra de la gorge, de satya, qui est la véracité. Donc, dans le stage, on appelle ça souvent l'honnêteté radicale bienveillante. Donc, c'est ce genre dans la pratique, là on en parle, mais dans la pratique d'expérimentation et de développement de ces qualités en nous, dans la relation à l'autre et à plus vaste. Ouais. Peut-être terminer là-dessus, sur la plus vaste. Tu voulais dire autre chose encore là-dessus? Vas-y, sur plus vaste. Peut-être, ouais. En ayant introduit comme ça, ce qui est peut-être important, c'est qu'il y a ces dimensions toujours en tantra. C'est un travail, une voie personnelle. Et quelle magie, la voie, elle se confronte, au bon sens du terme, à l'autre, à l'altérité, à la magie de l'autre. Et c'est très riche, cette rencontre avec l'autre. Et puis, il y a forcément aussi un troisième niveau, qui est un niveau transcendantal. Et là, on arrive devant effectivement une voie spirituelle, et on arrive devant le grand mystère. Et toutes ces choses-là, que ce soit qu'on a évoqué, une forme d'amour, on l'a évoqué tout à l'heure avec peut-être Ananda, quelle grande liberté. Il y a des grandes libertés à cet endroit-là. Voilà, à chaque fois, il y a ces trois niveaux, et peut-être le plus indicible, le plus mystérieux, quoi, le chemin du tantra, qui est forcément également une voie spirituelle. Et quand effectivement il y a considération de l'autre dans le mystère qu'il constitue, sans objectivation de l'autre, comme on a décrit dans les différents niveaux de l'amour, quand l'autre est rencontré en tant qu'autre et contenant
contenant ce grand mystère, ben forcément, il y a quelque chose qui s'invite justement dans le lien qui est de l'ordre voilà, du mystère et qui est de l'ordre de quelque chose, comme tu l'as nommé, de transcendant qui traverse en fait les deux personnes, les deux êtres en contact. Voilà, peut-être qu'on va rester là sur une première partie où on a donné quelques bases. Hein. C'est juste parce que ça fait 30 ans qu'on chemine ensemble sur la voie du tantra et qu'on a envie de partager ça, mais pour qu'il y ait un véritable partage, là, par vidéo interposée, il y a des personnes que j'ai pu voir, que nous connaissons savoir pratiquer le tantra, il y a des personnes qui ne connaissent peut-être pas du tout. Donc, pour ajuster, peut-être c'est mieux de vous laisser un temps pour répondre à vos questions. Je refais le petit bémol là, que cette vidéo est enregistrée et qu'elle sera mise sur YouTube, sur notre site internet. Et donc, si vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra, vous pouvez ne pas poser de questions. Je ne sais pas comment ça marche si on pose une question dans le chat. C'est possible, mais je ne sais pas si on voit votre nom apparaître à l'écran. Donc, voilà. Je pense que oui. Tu crois? Ouais. Voilà, Ouais. donc espace disponible à vos réactions, questions, cheminement. Soit sur des choses qui n'étaient pas claires, soit sur des choses plus précises pour vous, qui vous intéressent, qui n'ont pas du tout été évoquées, un peu en rapport avec les thèmes de liberté, éthique, amour, mais plus vastement en rapport avec le tantra, si vous le souhaitez. Donc, est-ce qu'il y a n'hésitez pas, hein, la première personne, il y a toujours un petit doute. Donc, pensez à remettre le son de votre micro. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le tantra, les personnes qui sont là, si ça a fait écho à des expériences, du vécu. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, est-ce que tu peux quand même mettre le micro? Je vais essayer de regarder ici. Le quelqu'un est une quelqu'une. Voilà. Bonjour, quelqu'une. Alors, je suis pas sûre que la question soit posée là au bon endroit. Si c'est le bon endroit, je vais y arriver. J'observe actuellement chez mon compagnon partenaire que je ne sais pas nommer, quelque chose qui est verrouillé. Il y a des blessures et donc il y a un verrou très très fort. Alors peut-être au niveau du cœur, je sais pas, je sais pas. Je vois qu'il y a quelque chose qui est ambivalent. Et donc comment la pratique du tantra pourrait aider? Est-ce que c'est une pratique qui peut aider à déverrouiller des blessures en fait, à dépasser des blessures diverses et variées, anciennes, récentes? Voilà ma question. Très bonne question. Okay. Tu veux commencer, Corinne? Ouais. Donc déjà, la première chose, c'est que le tantra nous sert à nous. Ce n'est pas un outil de transformation de l'autre. on peut le voir assez souvent des personnes qui envoient leur compagne ou leur compagnon faire du tantra pour qu'ils comprennent quelque chose à l'amour, à la sexualité. Donc déjà de voir que l'élan, le mouvement, il part de soi, des choses qui ont besoin d'être explorées en soi, de soi. Et puis après, pour répondre plus précisément à ta question, oui, c'est un espace de grande guérison, transformation, des choses qui bloquent, des choses qui empêchent, des choses qui sont verrouillées. Puisque c'est une voie qui utilise le corps, qui amène le corps à des expériences, des explorations. Donc, investissant le corps, il y a vraiment ces transformations qui peuvent se faire. Et reliées à notre puissance de vie, qui est notre énergie sexuelle, qui, quand on s'y connecte, elle n'a qu'une envie, l'énergie sexuelle, c'est de monter, c'est d'investir, d'investir tout le corps. Donc, quand on lui donne cette possibilité-là, forcément, il y a vraiment des transformations à tous les niveaux de l'être qui se font.
Je vais rajouter aussi, on a parlé de blessures, donc je vois deux niveaux. Si on en reste au niveau psychologie occidentale, il y a quelqu'un comme Wilhelm Reich qui a beaucoup travaillé sur la façon dont le corps peut se refermer. Il va parler, lui, de carapace caractérielle en fonction des chocs, des traumas, des expériences. Donc, on va se refermer. Et le tantra n'est pas une thérapie par rapport à cela. Il est une voie spirituelle, mais on peut dire que c'est un bénéfice secondaire, cette ouverture, cette détente du corps, ce nettoyage des traumas, cette sortie de la carapace caractérielle. Ce n'est pas le but, tout comme le yoga n'est pas le lieu où on va pour être plus souple ou avoir moins mal au dos. Cela, ce ne sont que les bénéfices secondaires. Mais on les prend, les bénéfices secondaires, avec joie. Mais et je rejoins juste Corinne sur à condition que la personne ait envie d'y aller, puisque c'est une voie et ça ne marche jamais par prescription, quoi. Donc, faut que ça soit un élan personnel, quoi. On a une autre question ou deux questions en même temps sur le chat? Question dans le chat, mais je ne sais pas comment. Moi, je l'ai trouvé. Tu les vois? Alors, comment aimer écouter son cœur en discernant nos peurs, nos illusions en fonction de notre passé? C'était un peu la même question, hein, non? Non, pas tout à fait. Comment aimer et écouter son cœur en discernant nos peurs et nos illusions en fonction de notre passé? Ça, c'est toute la voie du discernement entre ce qui est de l'ordre dans nos vécus, d'un vécu essentiel lié au cœur, d'un vécu qui serait réactif, lié à nos blessures et à nos conditionnements, etc. Oui. Oui, je continue peut-être si tu veux bien. Et peut-être le lien, puisque c'est toi qui parlais de chakra, ou tu as parlé de différents niveaux. Quand j'entends les peurs, ça se situe plutôt au troisième chakra ou deuxième chakra même. Donc une insécurité à cet endroit-là, des émotions. Mais quand on se place dans le cœur, allez, on est monté d'un cran. Et puis quand on est conscient de nos peurs, on est conscient de nos illusions, on est conscient de tout ça. Donc à chaque fois, c'est dans ce travail d'élargissement de la conscience, rien n'est rejeté de ces peurs, tout ça. Il y a peut-être de très bonnes raisons d'avoir mis en place des croyances et tout ça, mais on devient le témoin de tout cela. Le témoin acteur, on est vivant, on peut le vivre. Mais on a, principe d'élargissement de la conscience, on a pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et l'élargissement de la conscience qui procède d'une capacité, d'une possibilité de sentir dans le corps où est-ce que ça se passe. Si on sent que quelque chose nous impacte dans les 3 premiers chakras, par exemple, dans les 3 premiers chakras, là, on peut se dire qu'il y a du lien avec de l'ancien, il y a du lien avec du réactif, il y a du lien avec du trauma, avec de la mémoire. Et quand les choses mobilisent les chakras à partir du cœur, là, on peut se dire que c'est quelque chose, voilà, de transformé, d'essentiel, qui est contacté. Donc, la conscience qui est acquise au fur et à mesure naît de cette possibilité de sentir et de prendre conscience de comment ça atterrit dans le corps, grâce au cœur, grâce au corps. Toujours cette voie d'expérientiel. Il n'est rien que nous ne comprenons qui n'ait pas été vécu dans le corps. Une nouvelle question peut-être? Pourriez-vous dire quelques mots sur comment conjuguer au mieux expérience avec des partenaires tantriques et l'engagement amoureux dans le civil? Intéressant. Tu veux commencer? Si tu veux. Donc, dans le civil, j'aime bien, hein, dans le civil. Peut-être envie de rappeler que ce soit les stages ou la voix, elle n'a de sens qu'avec le réel. Que notre voix ne soit pas une illusion, que notre voix ne soit pas… C'est Paul Salomon qui disait ça. Nous n'avons pas besoin de croyances supplémentaires, nous avons besoin de pratiques. Donc, que nos pratiques nous ramènent dans le réel. Le stage n'a aucune importance. Le stage, c'est juste la petite pause, la prise de recul, l'apprentissage des techniques, l'expérimentation avec des partenaires dans un cadre bienveillant pour se retrouver soi-même. Et donc, je rejoins juste la fin de la phrase, la chose importante, c'est ce qu'il a appelé dans le civil. On pourrait dire que dans ce cas-là, il y a un lieu peut-être sacré et un lieu profane. Bon, l'objectif, c'est bien sûr que l'ensemble de la vie devienne, c'est pas devienne, on ne la transforme pas, mais que nous dévoilions le sacré de l'ensemble de la vie et donc
de nos relations dans le quotidien. Donc, lieu d'expérimentation, d'élargissement de la conscience pour pouvoir après le ramener dans le quotidien, au jour le jour, ce qui a peut-être été appelé dans le civil. Et je trouve que c'est très précieux de pouvoir, dans le civil, comme tu dis, je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question, de pouvoir ramener dans cet espace-là un cadre qui est un cadre de partenaire tantrique, parce que la différence entre ces différentes positions dans la relation, c'est que possiblement dans le partenariat tantrique, il y a moins d'enjeux parce qu'on vit pas avec la personne, parce qu'il n'y a pas à gérer le quotidien, parce qu'il n'y a pas pas trop d'interaction émotionnelle. C'est comme un endroit un peu in vitro où expérimenter le lien avec l'autre sans justement les enjeux du quotidien. Et c'est très intéressant dans le quotidien et dans les relations civiles de ramener un cadre tantrique pour aller explorer la relation, c'est-à-dire se prendre des rendez-vous, se prendre des endroits dédiés, consacrés à cette exploration-là, qui ne soit pas pollué entre guillemets, même si voilà, c'est pas un joli terme, mais influencé par le quotidien, par la gestion au quotidien qu'implique une relation dans le civil. Peut-être je vais lire, il y a 2 autres questions qui sont venues, je trouve, qui complètent, donc je vais lire les 2, puis comme ça on fera une réponse dans la continuité de ce que tu viens de dire, Corinne, et avec ces 2 nouvelles questions, liberté et amour ne sont-ils pas opposés? Être en couple libre, éviter l'attachement, n'empêche-t-il pas de s'ouvrir à l'amour? Première question. Il y en a une deuxième qui peut avoir un lien. C'est quoi exactement des partenaires tantriques, concrètement? Donc peut-être je peux rebondir un petit peu, Corinne, sur ces 2, qui étaient, parce que tu viens de parler du partenaire tantrique. Donc c'est important, oui, ce qu'on va appeler partenaire tantrique, que ce soit dans les stages ou dans d'autres formes d'initiation, c'est cette personne avec laquelle on va pratiquer. Il se peut, si on vient en couple, que ce soit aussi notre partenaire de vie. Il se peut que ce soit un ou une parfaite inconnue, dans le cadre que chacun choisit et que chacun ajuste. Il n'y a pas de problème. Donc c'est quelque chose de particulier, ça permet cette exploration que tu as dit in vitro. Et l'autre question qui était un peu être en couple libre. Alors, la liberté en tantra ne veut pas du tout dire, et c'est pas ça, et c'est pas interdit ça non plus, c'est être en couple libre. C'est autre chose. Le tantra ne s'occupe pas du tout de cette question. Chacun vit sa vie comme il veut. Être ce qu'on appelle en couple libre, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le civil, comme c'était dit tout à l'heure. C'est pas la question du tantra. Mais par contre, voilà, avec la conscience, si je commence par ouvrir le cœur, si je commence par être en relation, si je commence par être en relation avec moi-même profondément, avec l'autre profondément, tout ça, nous ajusterons ce qu'il est possible. Mais ce n'est pas une définition qui vient de l'extérieur, ni une définition dans une morale, ni une définition dans ce qu'on appelle un couple libre ou libertin ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de mieux ou moins bien. Il y a un ajustement en conscience, plutôt que d'être agi par une mode, par une pulsion, par une morale, par toutes ces choses. Et cette notion de liberté, enfin, d'amour vs liberté, dans la pratique, on se rend compte que à partir du moment où il y a de la conscience de soi, qu'il y a de la libération, voilà, de tout ce qui nous conditionne, il y a plus de liberté intérieure qui s'installe à l'intérieur de soi et qui peut, grâce et à l'occasion de la relation avec l'autre, trouver son incarnation, sa façon de s'exprimer dans le monde. Et du coup, de se rendre compte que la relation devient comme le creuset de la possibilité de vivre cette relation, de vivre cette liberté. C'est un petit peu vraiment cette notion ça rejoint aussi la notion d'engagement avec l'autre. On croit que s'engager, c'est se fixer, se figer, s'immobiliser, de perdre toute la liberté. Et au contraire, on se rend compte que l'engagement,
est justement ce qui permet, comme le cadre, ce qui permet de contenir l'expérience pour se permettre de vivre pleinement la liberté. C'est là que ça devient magique, parce que la relation, au lieu d'être un empêchement de vivre sa propre liberté, devient une occasion de l'incarner. Il y a 2 autres questions, remarques. Peut-être encore, tu as évoqué, hein, c'est bien à l'intérieur. Donc en Inde, ça prend le nom de pratyahara, le retrait des sens, le regard tourné vers l'intérieur. Et du coup, ça, c'est peut-être même un petit peu ma réponse à la première question qui était, c'est s'écouter, et ses valeurs aussi. Alors, oui, et pour ça, qu'est-ce que je vais écouter quand je dis s'écouter? La même question qui était tout à l'heure, qui aime quand j'aime? Donc, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mes pulsions? Est-ce que j'écoute mon enfant blessé? Est-ce que j'écoute la morale qui a été intégrée? Est-ce que j'écoute les limitations? Est-ce que j'écoute… Non, tout ça, je vais être le témoin de tout ça. Et je vois tout ça là, tout ce qui est là à l'intérieur. Et plus j'élargis, plus je peux inclure de choses comme ça. Et là, il y a une immense liberté. J'aime bien cette notion qui est la relation comme cultiver ensemble notre propre jardin, et l'éthique, le travail sur soi qui permet de se rencontrer déjà, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on souhaite, de savoir quelles sont nos valeurs, nos principes, notre éthique, de pouvoir se libérer, donc vivre une forme de liberté, et que la relation, elle soit comme d'inviter l'autre à venir jardiner avec nous notre propre jardin intérieur, et de voir dans le lien, est-ce que l'autre est un bon jardinier pour mon propre jardin? Est-ce qu'il va m'aider à faire pousser les fleurs que j'ai envie de voir pousser dans mon jardin? Et du coup, ça invite dans le lien à communiquer, à vérifier avec l'autre. Est-ce que tu as envie qu'on fasse pousser cette fleur? Ah ouais, d'accord, on y va. Et du coup, ça permet vraiment de vivre à l'intérieur de la relation, de se mettre au monde, en fait, au travers de la relation avec l'autre. Et c'est là que ça devient juste magnifique. Je ne sais pas si tu avais vu la question, Corinne, parce qu'il y avait une question. Non, je ne vois pas les questions. Ah, tu vois, Adeline, tu avais levé la main, tu as posé la question, donc je considère que ta question, elle a été posée dans le chat, c'est ça? Oui, j'en avais 2. Vas-y, je vais commencer alors. par celle-ci. Vas-y, tu peux donner les 2. Alors en fait, je sais pas si les expériences que j'ai vécues, mon conjoint a été révélateur pour moi d'expériences d'extase, je me suis retrouvée dans le monde animal, végétal. Depuis en fait que j'ai vécu ces expériences-là, la sexualité classique ne m'intéresse pas du tout, parce que par rapport à l'amour ressenti, on va dire que c'est 1 milliard de fois plus fort, et que le simple plaisir du coup physique ou une sexualité classique n'a plus aucun intérêt pour moi depuis que j'ai eu ces expériences. Et donc, ma question que j'ai posée dans le chat est en lien, c'est-à-dire, est-ce que je peux travailler ces connexions-là et seule, parce que j'aimerais effectivement les retrouver en couple, mais comme je les ai vécues finalement seule, c'est trans par l'énergie sexuelle et ces connexions, je pense qu'il faut d'abord que je les développe moi pour ensuite pouvoir les partager. C'était ma question. Commence, vas-y. Oui, je vais bien commencer. Je crois que dans tous les cas, ça commence par soi, et que l'expérience que nous pouvons vivre à l'intérieur de soi et qui est intégrée et qu'on peut retrouver à loisir en soi par la pratique, voilà, de possiblement aller vers les pratiques qui nous permettent d'être en contact. Voilà, tu nommes cet état de transcendance, quelque chose qui te traverse
à l'occasion de ce contact avec ton énergie. Et ensuite, le partage avec l'autre se fait comme par capillarité, comme par infusion, toi allant dans la relation avec cette qualité-là, avec cette énergie, et ben possiblement l'autre va y être sensible ou pas, mais c'est en incarnant, en vivant et en cultivant cet état intérieur que du coup l'autre, à l'occasion de la relation, va peut-être pouvoir voilà, expérimenter, partager ça avec toi. Peut-être, oui, commencer par ça, cette idée que le tantra nous amène l'idée que nous sommes dans un monde de vibration. Le monde de la matière est un monde, c'est le monde de la Shakti, c'est le monde de la Prakriti, c'est un monde de vibration et d'énergie, avant même que d'être de matière, de résonance. Et donc, quand on est dans ce monde-là, eh bien, beaucoup de choses peuvent vibrer, notamment notre corps. Donc, c'est un peu la question de est-ce que je dois m'entraîner avant de faire d'aller jouer en concert? Est-ce que je dois répéter mon piano tout seul? Oui, c'est une bonne idée. C'est Margot Anand qui dit ça. Avant d'aller faire un concert, faites vos gammes. Voilà. Donc, et c'est pas forcément sexuel. Il y a un travail de respiration, un travail sur les chakras, un travail de méditation, un travail de rituel, un travail de dévotion. Il y a plein de façons. Mais c'est vrai que nous ne sommes responsables que de nous. Ça rejoint une question précédente. Nous ne sommes responsables que de nous. Et à l'occasion, quelle merveille d'avoir une voie où, bien sûr, je peux avancer seul. Mais quand je vais rencontrer quelqu'un, il va y avoir une alchimie, quelque chose qui peut se compléter, qui peut-être nous permet encore d'aller plus loin, ou au contraire, de voir des choses, ça marche bien tout seul, mais waouh, à deux, c'est des fois un peu plus compliqué. Quelle chance d'avoir cette altérité, cet autre monde. Sinon, j'ai tout compris tout seul dans mon coin, je vis dans une grotte et je vis des extases mystiques ou orgasmiques, et ça peut être très bien. Le tantra, il fait le choix de l'incarnation dans cette vie-là, dans ce monde-là, avec d'autres êtres humains, peut-être avec des partenaires, peut-être avec... Waouh, ça peut être un défi, mais ça correspond aussi à notre âge du Kali Yoga, un âge où il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses difficiles, et où ces énergies sont très fortes. Et c'est un moment où la rencontre avec l'autre peut être quelque chose qui multiplie encore tout ça. Et du coup, ça rejoint la question de... Du coup, ça y est, je vois les questions. Jessica qui demande si ça se fait naturellement, non, la fusion par deux énergies qui s'attirent, même qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille. C'est limité à ce niveau. Ben oui, effectivement, c'est vibratoire, comme disait Eric, il y a vraiment quelque chose qui s'alchimise de l'énergie de chaque personne qui, mise en contact l'une avec l'autre, ben vont créer une émulsion énergétique qui va amener, propulser chaque personne plus loin, plus haut, plus profond. Et qu'il n'y a pas de limite, effectivement. C'est vraiment quelque chose qui se produit, qui est favorisé par, voilà, comme on a dit, la pratique, le travail sur soi, à l'intérieur de soi, et d'expérimentation, et qui s'offre au partage dans le deux, dans l'union. Et au risque, c'est très beau que tu dises, dans le 2, non-duel, et qui devient union, qui devient le 1 à nouveau. Donc, c'est aussi sortir de l'hybris, de croire c'est le développement personnel, hein, on est sur une voie, on n'est pas sur du développement personnel. Donc, le développement personnel, je me développe, je me développe, je me développe. Moi, j'ai l'image de la fable de La Fontaine, et la grenouille, elle devient de plus en plus grosse à force de se développer. Donc là, j'ai l'humilité de dire que il y a l'autre, qui des fois m'aide, qui des fois m'embête, quelle incroyable rencontre. Et en disant à nouveau que c'est une voie et non pas un développement personnel, en disant que c'est une voie, il n'y a même rien à atteindre. Sinon, on est dans du coaching, c'est bien aussi, mais là, il n'y a rien à atteindre, c'est une voie. C'est la joie de cheminer. J'aime beaucoup, on a un stage dont le titre me fait toujours rire, qui est « À mi-chemin sur la voie infinie du tantra ». C'est bien parce qu'elle est infinie que, voilà, quoi que j'ai fait 8 jours, 5 stages ou 30 ans, où j'en suis, je marche sur cette voie. Et si cette voie colore ma vie, c'est au-delà d'atteindre des objectifs. Les objectifs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des bénéfices secondaires. Mais après, ça donne une couleur à l'ensemble.
Alors, la rencontre avec l'autre, si elle a cette couleur-là, waouh, quel lieu incroyable d'exploration de la vie et de la voix. Alors, Jessica, il y a un complément à ta question. Peut-être travailler la montée de vibration, mais ça se fait un peu tout seul. Oui, ça part du travail, entre guillemets, de chacun, de se permettre de monter en fréquence, de travailler l'élévation de l'énergie. Ça se fait tout seul et ça se fait à l'occasion du travail. Il y a les deux. Ça se produit, mais ce qui se produit est aussi la résultante d'une disponibilité à. Et le travail sur soi, c'est non pas le développement personnel, mais voilà, l'exploration de soi peut vraiment être l'occasion de se rendre disponible à ce qui survient. Voilà. C'est une disponibilité en fait. Une ouverture. J'aime bien que tu précises, c'est une disponibilité et ça se produit. À nouveau, ça nous éloigne d'un développement personnel. Et du coup, notre pratique, elle n'est pas quelque chose pour réussir quelque chose, elle est, on dit nous souvent, creuser le sillon là où l'eau va peut-être couler. Et donc, il y a un terme sanskrit aussi pour ça qui est Ishvara Pranidhana, qui est la pratique en dévotion à, puisque cet état m'est donné, ne m'est pas donné, puis ça n'a peut-être pas trop d'importance. On est dans une voie non pas de développement, on est dans une voie de dévoilement. Donc, c'est déjà là, mais je n'en suis pas toujours conscient. Et donc, ce sera vraiment une voie conscience-énergie. Voilà, je vais monter en énergie, je vais avoir des énergies de plus en plus subtiles, je vais enlever plein de voiles, et tout était déjà là, rien à atteindre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette notion que ce n'est pas du développement, c'est du dévoilement, c'est-à-dire ôter des couches, ôter des couches, ôter ce qui empêche voilà, l'énergie d'advenir, de monter, la fréquence de s'élever. Et si on a été attentif à ne pas objectiver le partenaire, on pourra aussi être attentif à ne pas objectiver le tantra ou la voix. C'est pas grave, hein. On commence souvent avec une intention, quelque chose au départ, sinon on ne vient pas, puis on découvre autre chose. Alors Jessica, tu continues, merci pour tes questions, enfin pour toutes vos questions. Au contact de l'autre, ça monte sans qu'on le veuille parfois, ouais. Ça peut se produire. Voilà. Rendons-nous disponibles par nos pratiques, rendons-nous disponibles à l'énergie, à la conscience, à l'amour. Voilà. On balaye devant notre porte, on enlève quelques choses qui sont enfermées dans des carapaces. Il y a plein d'endroits où on peut ouvrir, on pourrait dire tous les niveaux des chakras, on peut ouvrir tout ça. Alors on se rend disponible à ce que quelque chose se produise. Seul ou à plusieurs, effectivement, ou à deux. Est-ce que ce serait le mot de la fin? C'est pas mal ça. Peut-être. Il y a une petite... Voilà, prenez. C'est bien, c'est une technique, ça. Est-ce que ce serait le mot de la fin? Puis il y a plein de questions qui viennent. Comment distinguer toutes les énergies extérieures qui se manifestent? Alors, je crois, je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Alors, pardon, je réponde en même temps à quelqu'un. Je ne sais pas comment on fait. J'ai cru entendre dans ta question les énergies extérieures qui se manifestent. J'ai cru y entendre quelque chose de duel. Il y a des endroits où on dirait, oui, mais si je fais du spiritisme, il faut que je fasse attention à ce que j'appelle comme énergie ou comme esprit. On est dans une voie non duelle. Alors, on a de la chance, elle est amorale, elle est non duelle. Donc, dans cette voie non duelle, il n'y a pas à différencier les énergies. Au contraire, à un moment, cette énergie, elle va s'appeler Shakti. Elle prend des formes. À un moment, cette énergie une, elle va prendre la forme de quelque chose qui me traverse moi ou ma partenaire, ou elle va prendre une forme de colère, de saine colère parfois, elle va prendre 1000 formes. Mais ce ne sont que ces formes. Et ce qui va nous intéresser, c'est de renouer et de dévoiler pour à nouveau entrer en contact avec l'énergie globale, pas une seule à différencier des autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Hein. Est-ce que tu peux préciser, Adeline, ce que tu entends par énergie extérieure? Alors, je ne sais pas trop si tu as répondu. En fait, dans les expériences que j'ai vécues, il m'arrive en fait de ressentir des énergies autres que mon propre énergie sexuelle
que mes propres énergies émotionnelles ou des énergies de mon partenaire, des énergies animales, enfin, d'insectes, des énergies de plantes, d'arbres, de l'eau. Et en fait, elles passent par moi et elles vont chez mon partenaire. Et des fois, en fait, je ne maîtrise pas ce qu'elles ont comme conséquence chez mon partenaire. Donc, c'était un peu par rapport à ça ma question. C'est-à-dire que si je libère tout, des fois, il se passe des choses que je ne contrôle pas, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. J'ai envie de dire, Dieu merci que tu ne contrôles pas. Shiva, merci, on dit. C'est une blague. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Oui, bah, du coup, ce serait vouloir contrôler ce qui se passe. Est-ce que l'autre reçoit de ce qui te traverse? Ben, ce serait une prise de pouvoir ou te positionner vis-à-vis de l'autre comme étant celle qui va gérer ce qui se passe pour lui. Alors, ça ne t'appartient pas. Enfin, ce qui te traverse ne t'appartient pas. Juste, ça te traverse. Et ce que l'autre va vivre à l'occasion de cette traversée ne t'appartient pas non plus. Ça, après, c'est vraiment justement dans cette notion de partenaire, de relation, c'est faire confiance que l'autre, il est en capacité de dire non, il est en capacité de se positionner, de faire confiance a priori, même si peut-être, possiblement, l'autre, il n'en est pas à cet endroit-là, mais que potentiellement, intrinsèquement, en tant qu'être humain, il est en capacité. Il est en capacité de dire non, il est en capacité ça peut pas lui faire du mal. Hein. Tu ne peux pas être l'occasion de faire du mal à l'autre par ce qui te traverse. Tu ne vas pas avoir peur de ça ou vouloir le contrôler. Oui, j'entends. C'est par rapport vraiment à une expérience très précise. Spécifique. Je précise un peu, c'est-à-dire que mon partenaire n'était plus conscient de ce qui lui arrivait. Il était parti dans une sorte de transe. Il ne se rappelle plus de rien de ce qui s'est passé. Donc, c'est là où je me pose la question de ce qui se passe. Donc, je l'ai ramené, en fait, parce que j'ai eu peur. Mais est-ce qu'on laisse passer tout ce qui passe et qu'est-ce que ça peut… Enfin, voilà, c'était par rapport à cette expérience-là, parce que lui n'a aucun souvenir de sa transe. Alors, tu amènes une dimension haute, qui est la dimension de la transe, qui va nous intéresser. Transe, juste au sens transe qui est au-delà, donc c'est bien un développement de la conscience plus vaste et qui c'est différent avec d'un état modifié de conscience qui serait amoindri, comme avec l'alcool, je cherche le mot. L'alcool va avoir tendance non pas à élargir la conscience, mais à avoir des états altérés de conscience. Donc, ce qu'on va appeler transe, c'est quelque chose qui va au-delà de notre conscience habituelle. Et de la même façon que tu disais, mes énergies, mes pensées, ma conscience, c'est super. En Inde, ça s'appellera Ahankara. C'est la façon dont la conscience et l'énergie se referment sur elles-mêmes pour qu'il y ait un moi, pour qu'il y ait un je, pour qu'il y ait un Eric. Et c'est super, pendant un temps, ça à ce niveau-là. Mais ça n'empêche que tout cela est dans un bain beaucoup plus vaste et poreux. Et à des moments, cette chose-là peut un peu s'oublier. Waouh! C'est là qu'il y a l'expérience mystique, c'est là qu'il y a la grâce, c'est là qu'il y a… J'entends des fois encore des gens dire j'ai atteint l'éveil ou j'ai atteint je ne sais pas quoi, la dissolution de l'ego, la dissolution du moi. Je ris. Et quand je dis je fais exprès de dire je, parce que c'est bien quand il n'y a plus Eric que quelque chose peut se passer de plus vaste que Eric. Et chacun a exploré aussi des choses comme ça, peut-être. Voilà, c'est pas nous, c'est plus grand que nous, dit-on, effectivement. C'est beau parce qu'on est parti de choses très terre à terre, hein, avec même cette citation dont ne badine pas avec l'amour, et puis on arrive là, sans faire exprès, à des questions de plus en plus vastes. Et c'est pas un hasard. Nous avons gravi quelques échelons ensemble là ce soir. Et on rejoint vraiment cette vision d'agapé, c'est-à-dire ce n'est plus nous qui aimons, notre petit jeu qui aime et qui
Et aimer vers l'extérieur, c'est l'amour nous traverse, quoi. Nous sommes traversés par l'amour. L'amour aime au travers de nous. Et c'est un petit peu voilà ça qui peut aussi se passer dans ces occasions de transe, juste se laisser se rendre disponible et se laisser traverser par cet autre qui nous rejoint à un moment donné. Moi, je trouve que ça serait une belle fin, terminée par agapé. Mais... Qu'en pensez-vous? Je propose qu'on arrête là. Si vraiment vous en avez encore une chose importante, n'hésitez pas. Puis sinon, rappelez-nous et tout ça. Mais là, je trouve que terminer par agapé, ça serait joli. Voilà. Et vous remercier alors, peut-être, de votre attention, de vos questions. Nous nous rendons disponibles à d'autres moments. Vous pouvez nous appeler ou venir pratiquer. Voilà. Merci. Merci vraiment à toutes et à tous pour vos présences, vos questions. Merci. Merci. Merci.